Alors, on passe maintenant au camp 2 du produit scalaire. Et le but, c'est de trouver des nouvelles expressions pour trouver des moyens plus pratiques pour calculer un produit scalaire. Là, on a vu qu'il fallait quand même des dessins qui soient quand même suffisamment réguliers, un carré, pourquoi pas un rectangle. Bref, là où c'est facile d'avoir des angles droits. Quand on a trouvé un triangle équilatéral, bon, on a réussi à se rattraper avec le fait que la hauteur soit aussi une médiane, mais aussi une médiatrice. Comme ça, on rattrape encore des angles droits et des notions de distance. Mais quand on n'a pas ces outils, bah, ça devient un peu compliqué. Donc on va trouver un autre moyen de trouver une expression du produit scalaire. Et un des moyens passe déjà par une définition avec une norme. Donc déjà la norme, un petit rappel, si je trace un vecteur u, si je demande norme de u, c'est tout simplement la distance entre les deux extrémités. Si u a pour coordonnées x, y, la norme c'est racine carrée de x carré plus y carré. Comme vous connaissez, la distance AB, c'est la norme du vecteur AB, c'est-à-dire donc xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc ça, c'est des rappels de secondes qu'on a rappelé aussi la dernière fois. Et en réalité, on a un théorème qui nous permet d'avoir une nouvelle expression du produit scalaire. C'est lorsque je fais u scalaire v, donc comme dans la définition, je vais prendre u et v et je vais les mettre pour la même origine, le point O ici, le point A, le point B là. L'angle qui est ici, c'est l'angle AOB. Pardon. Et en réalité, U scalaire V, je vais dire que c'est la norme de U fois la norme de V, donc la distance entre les deux extrémités du vecteur U et du vecteur V, fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, entre U et V. Maintenant, si je traduis ça avec les points, donc U c'est OA, V c'est OB, la norme de OA, c'est la distance OA tout simplement. La norme du vecteur OB, c'est la distance OB. Et l'angle formé par les vecteurs U et V, ben c'est marqué sur le dessin, c'est AOB. Et donc ça va être une formule très pratique pour calculer. Une petite démonstration, parce que cette formule pourrait paraître étrange dans un premier temps. La démonstration se fait en deux temps. Donc déjà, premier cas, si on a un angle aigu. Qu'est-ce qui se passe? Donc un angle aigu, je prends U, je place mes points, ce sera plus facile de rédiger avec ça. Je prends le projeteur orthogonal, donc je fais un projeteur orthogonal, ça me donne le point H. Je sais que OA scalaire OB, d'après la définition qu'on a vue, c'est OA fois OH. Maintenant, si je regarde un peu ce qui se passe, je vais essayer de trouver un lien avec l'angle. Donc cet angle-là, ça c'est l'angle AOB. Je connais, donc j'ai un triangle rectangle ici, c'est l'angle OHB, qui est rectangle en H. C'est-à-dire que comme j'ai un triangle rectangle, je peux faire de la trigonométrie avec. Donc cos de AOB, donc un cosinus, on se souvient des formules de troisième de trigonométrie, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent, c'est la distance OH, et l'hypoténuse, c'est OB. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir isoler ce OH. Donc OH, c'est OB fois cos AOB. Et je vais remplacer ce OH dans l'expression que j'avais avant. Donc si je remplace, mon OA reste là, OH je le remplace par l'expression que j'entoure ici, en bas à droite. Je remplace par du coup OB fois cos de AOB. Et on retrouve bien la formule qui est juste au-dessus, celle du théorème. C'est ce qu'on veut trouver. Donc là on l'a démontré dans le cas de l'angle aigu. Très bien, regardons maintenant le deuxième cas, lorsqu'on a un angle obtus. Ça sera un peu plus délicat. Donc OA, B, je place mon point H. On sait déjà d'après la définition, comme on a un angle obtus, donc OA scalaire OB, mais je rajoute un signe moins et ça fait OA fois OH. Très bien. Donc la première difficulté, donc ça sera la même idée, c'est enlever ce OH. Nous, ce qu'on connaît, c'est l'angle AOB.
Mais cet angle-là, pour rattraper le triangle OBH, hein, comme avant, OHB, mais c'est l'angle pi moins AOB. Un angle, c'est comme si on prenait un angle, pardon, c'est comme si on prenait cet angle-là et qu'on retirait ce morceau-là. Pardon, on ne retire pas ce morceau-là, mais on retire ce morceau-là. Comme si on prenait un angle plat tout entier et on retirait le AOB du coup. Donc en appliquant comme avant la trigonométrie, donc cos de pi moins AOB, donc côté adjacent c'est OH, sur hypoténuse c'est OB, donc OH c'est quoi? C'est OB fois cos de pi moins AOB. Je vais refaire un petit dessin, je vais reprendre à droite. On a vu dans le chapitre de trigonométrie que quand je prenais un angle X, et quand je prenais de l'autre côté pi moins X, donc c'est juste cet angle-là, et qu'on regarde tous les deux leur cosinus, donc là c'est le cosinus de X, là c'est le cosinus de pi moins X, on remarque que ils sont opposés, c'est-à-dire que cos de pi moins X, c'est moins cos de X. Et je vais utiliser cette formule-là. Ça permet d'éliminer ce pi moins qui a devant le X. Donc on reprend. Donc on a dit que donc le OB ne bouge pas, et cette chose-là, pi moins AOB, ben ça fait moins cos de AOB. Alors je suis conscient que là c'est plus forcément lisible, je vais effacer la petite formule qui est au-dessus, parce qu'on l'a isolée déjà. Et donc du coup ça nous donne cette formule-là. Ben, je remplace du coup dans le OH. Le OH qui est là, je le remplace par la formule que je viens d'entourer en bleu. Donc je remplace, ça fait moins OA fois OB fois moins cos AOB. Donc on aura tout ça. Le moins qui est ici, comme on fait que des multiplications, il va se mettre avec ce moins là, donc moins par moins plus. Et donc tout le reste, ça donne OA fois OB fois cos de AOB. Et donc on retrouve bien la formule qu'on a trouvée pour l'angle aigu, pour l'angle obtus, et donc ça nous donne bien le théorème qui est juste au-dessus. Donc c'est pas une démonstration compliquée, mais il faut être vigilant, notamment dans le deuxième cas pour les angles obtus. C'est pas si évident que ça. L'intérêt de faire ça, c'est pouvoir calculer, par exemple, je vous donne un triangle, je sais pas, A, B, C. La distance AB vaut 4, la distance AC vaut 3, l'angle qui est ici vaut pi sur 3, imaginons, et je veux calculer AB scalaire AC. La formule, je la remets ici, c'est quoi? C'était OA scalaire OB, c'était OA fois OB fois le cos de AOB. Mais là, on va appliquer cette formule-là. Donc AB scalaire AC, donc c'est AB fois AC, donc la distance de AB, du vecteur AB, enfin la norme du vecteur AB, fois la norme du vecteur AC, on ne les bouge pas, et ensuite on prend l'angle formé par les deux vecteurs. Et l'angle formé, donc c'est cos BAC, comme on voit sur le dessin. Je remplace par les valeurs numériques, AB c'est 4, AC c'est 3, l'angle BAC c'est pi sur 3, cos de pi sur 3, ça on sait que ça fait 1 demi, et donc je calcule 3 fois 4, 12, divisé par 2, 6. Et là on a trouvé la formule. On a trouvé le produit scalaire, et pourtant on n'a pas fait de projeté orthogonal. On n'aurait peut-être pas réussi. Des petites propriétés qui semblent assez évidentes, c'est tout simplement lorsqu'on a deux vecteurs collinéaires. Donc quand on a le vecteur OA et le vecteur OB. Ils sont collinaires, l'angle, on est dans le cas angle aigu, donc on peut dire que OA scalaire OB, on fait le projeté de B sur la droite OA, bah, comme il est déjà sur la droite, ça reste lui-même, ça fait juste OA fois OB. Si on est dans le cas angle
obtus. Donc toujours dans le cas collinaire, mais angle obtus, du coup, c'est de l'autre côté. Là, c'est pareil. OA scalaire OB. Ouais, c'est l'angle, et il est obtus, donc on met un moins devant. La distance OA. Et on projette le point B sur la droite OA, c'est lui-même, parce qu'il est sur la droite OA, ça fait moins OA OB. Donc ça, on pouvait le voir avec la première définition. Mais avec le théorème, avec la formule, on remarque que on va retrouver le même résultat. Si j'utilise la formule, dans le premier cas, donc c'est OA fois OB fois le cos entre les deux vecteurs. Dans le premier cas, l'angle, ici, ça vaut 0. Cos de 0, on connaît sa valeur, ça fait 1. Donc ça fait juste OA fois OB. On retrouve encore une fois la formule. Et dans le deuxième cas, si j'utilise la formule encore une fois, OA scalaire OB, c'est quoi? C'est OA fois OB fois le cosinus formé entre les deux vecteurs. Ici, on voit bien que l'angle, fois le cosinus, de l'angle ici fait pi radian, donc cos de pi, parce que c'est un angle plat, 180 degrés, et cos de pi, vous savez que ça nous donne moins 1. Et quand on multiplie par moins 1, ça revient à mettre un signe moins devant, donc moins OA fois OB. Et on retrouve encore une fois la même formule. Donc, résumé de cette propriété, c'est que si on a des vecteurs collinéaires, c'est assez simple à calculer. Il n'y a pas trop de problème. Maintenant, si on a par exemple un angle de pi sur 2, c'est-à-dire un angle droit, on a vu tout à l'heure que lorsqu'on avait un angle droit, le point B se projetait sur le point O. Ce qui faisait qu'on avait une distance OO qui apparaissait, donc c'était 0. Maintenant, avec la formule qu'on vient de voir, donc OA scalaire OB, c'est quoi? C'est la distance OA fois la distance OB fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs, c'est-à-dire cosinus de pi sur 2. Et cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Donc au final, ça fait 0. Autrement dit, lorsqu'il y a un angle droit, le produit scalaire vaut 0. U scalaire V égale 0, c'est seulement si il y a un angle droit. Ce qui nous permet notamment de revisiter un peu quelques notions. Quand il y a un angle droit entre deux vecteurs, autrement dit, donc si jamais je trace mon vecteur U, je trace mon vecteur V, si leur direction, c'est-à-dire si les droites sont perpendiculaires, alors on dira que U et V sont orthogonaux. Et si les vecteurs sont orthogonaux, c'est pareil que le produit scalaire vaut 0. S'ils sont orthogonaux, alors le produit scalaire vaut 0, c'est ce qu'on vient de faire. Et la réciproque, si le produit scalaire vaut 0, alors pourquoi ils sont orthogonaux? Ça voudrait dire que norme de U fois norme de V fois le cosinus entre les deux angles vaut 0. Norme de U, norme de V, ça c'est différent de 0, ça veut dire que ça vaut 0. Et pour avoir un cosinus égal à 0, quand vous faites votre cercle trigonométrique, il faut être soit en pi sur 2, soit en moins pi sur 2, c'est-à-dire avoir un angle droit. Bon, c'est l'idée, là c'est en accéléré, on aura le temps de reprendre ça plus tard, mais ça c'est une propriété importante à retenir, c'est que quand on a deux vecteurs orthogonaux, alors on a un produit scalaire égal à 0. Et réciproquement, on a la même chose. C'est-à-dire que si le produit scalaire vaut 0, alors on a un angle droit quelque part. Voilà. Alors, du coup, pardon, je vais plutôt montrer quelques exemples assez rapides. Si je vous parle du carré ABCD, encore une fois, toujours le même exemple. AB scalaire AD, on a déjà vu ici, AB scalaire AD, on a bien un angle droit entre les deux vecteurs, ça fait 0. Un autre, AB scalaire BC, donc AB scalaire BC. Le vecteur BC, c'est le même que le vecteur AD, et on aura toujours un angle droit. Ça fait 0. Et maintenant, si je vous demande AD scalaire DC, donc AD, c'est ce vecteur-là, DC, c'est ce vecteur-là, que je peux faire bouger en AB, et on retrouve encore le même cas que tout à l'heure, c'est-à-dire on trouve 0. Vous remarquerez aussi que la petite formule U scalaire V,
Donc c'est norme de U fois norme de V, je dis plein de fois dans cette vidéo, donc il faut le retenir, fois le cosinus de l'angle formé par les deux vecteurs. On peut dire que c'est pareil que V scalaire U. Pareil, on verra une démonstration plus précise plus tard, mais on a égalité entre U scalaire V et V scalaire U. Et donc vous pouvez enchaîner sur les exercices.